Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports de Radio Foot International, notre émission qui referme une semaine de débats autour de l'actualité du football. Et nous commencerons par le sauveur des Bleus, Kylian Mbappé, le joueur qui a permis aux champions du monde d'éviter l'humiliation d'une défaite face à des Islandais, 36e au niveau mondial. L'équipe de France est-elle déjà devenue Mbappé dépendante ? Kiki, comme l'appelle Didier Deschamps, va-t-il du haut de ses 19 ans rafler le Ballon d'Or 2018 ? Il s'y prend bien en tout cas. Le Portugal semble lui sortir de la CR7 dépendance. Les Lusitaniens sont allés gagner en Pologne sans leur emblématique capitaine. L'Espagne, elle, se découvre un attaquant prodigue, Paco Alcácer, un ancien Blaugrana qui brille chez les jaunes et noirs de Dortmund et maintenant avec la Roja de Luis Enrique. Enfin, les sélections africaines en piste vers la CAN 2019. Les Diables Rouges gagnent et se replacent. Le MENA dans un groupe compliqué avec la Tunisie et l'Égypte. Enfin, les étalons plutôt bien partis. Et puis, évidemment, nous aurons notre session carton avec nos invités du jour. Rémi Ngono, bonjour. Bonjour Xavier Barré, bonjour Annie Gasnier. Et en ouverture de cette émission, j'aimerais d'abord aussi dire aux multiples auditeurs de la page de RFI et même de Rémi Ngono officiels qui ont eu à me condamner par rapport à certains propos par rapport à l'affaire Cristiano Ronaldo qui semble-t-il était un peu choquant. Pour cela, parce que ces tympans doivent aussi être sains, je vais présenter solennellement mes excuses que j'ai pu peut-être déchirer ou carillonner dans certains tympans, mais malheureusement il y a un proverbe africain qui dit les mots sont comme les flèches, quand ils sont partis ils ne reviennent plus, mais moi je les retire. Merci Rémi. Xavier Barré, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis Yoro Mangara que Rémi n'a pas salué parce que je pense qu'il est là avec ses flèches lui par contre Yoro aujourd'hui. Notre ami sénégalais. Vous avez tout compris. Bonjour aux auditeurs de Radio Foot. Et si vous le voyez, Yoro aujourd'hui super élégant dans sa tenue très sénégalaise qui n'est pas la nôtre mais il profite de l'été indien parisien. Et puis il y a Alejandro Valente, bonjour. Réfé. Bonjour Annie, et Rémi ne m'a pas salué non plus mais je lui dis bonjour. Je t'avais déjà salué à côté. J'ai oublié. Radio Foot, c'est parti. Prestel Kimpembe et il n'est pas là face à Bjarnason. Face à Bjarnason qui vient couper ce centre et cette fois-ci, il n'a même pas fallu beaucoup de puissance pour aller tromper le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris. L'Islande mène 1-0. Coupé de la tête par Kari Arnason, le défenseur central de l'Islande. Voilà, avant l'entrée d'Mbappé et de Lemar, l'Islande qui prend peut-être un avantage. Avec Kylian Mbappé, dans sa phase de réparation. Alderson cette fois-ci ne pourra rien face à Kylian Mbappé. Allez, il reste quelques minutes. Il y avait eu un premier effort un peu désordonné mais presque décisif de Tanguy Ndombele et derrière la réussite enfin. Lemar nous en dit un tout petit peu court et petit play de Monsieur Marquis, mais il n'est pas encore marqué ce penalty. Il l'est et le 10e but de Kylian Mbappé là sera bien validé. Ils reviennent du bout du monde, les champions du monde. On a réussi à sauver les meubles et notamment avec l'entrée de Kylian qui a su faire la différence. Kylian nous a apporté sa folie et son talent. Ça nous a fait énormément de bien. C'est sûr que d'avoir un joueur de cette qualité-là, ça aide énormément. Ce soir, il nous a sorti une belle épine du pied. Et la lumière fut du côté de Guingamp. Il n'y en a que pour lui ce matin, mais il faut dire que Kylian Mbappé, il fait tout pour se faire remarquer. Il entre dans un match à la 60e minute de jeu alors que les Bleus sont menés 2-0 et 30 minutes plus tard, la France arrache quand même un nul assez miraculeusement, c'est sûr. Avec 2 buts, on dit signé Mbappé, c'est sûr qu'il y a un tir dévié par l'adversaire, mais c'est quand même grâce à lui. Avec lui, on ne sait jamais ce qui va se produire sur une pelouse, mais on sait qu'il se passera quelque chose. En tout cas, c'est ce que disaient les spectateurs qui étaient dans le stade du Roudourou hier soir. Les gens ne parlaient que de lui. Sur les réseaux sociaux aussi, on ne parle que de lui. Est-ce qu'on s'enflamme trop, Yoro ?
Moi, je dis que non. Je pense que c'est mérité pour un garçon de 19 ans depuis 1 an et demi. Il n'arrête pas de nous épater. À chaque fois, on dit, il faut attendre la prochaine fois, il faut se calmer un petit peu, mais à chaque fois, ce bonhomme nous montre que c'est un très grand joueur. Il a du talent, il a du caractère. Parce qu'à 2-0, c'était mal embarqué pour les Bleus. Il rentre, il a joué à peu près 30 minutes et il a changé la physionomie du match. Comment il marque le penalty, hein? C'est du sang-froid, c'est un garçon qui, en dehors du terrain, il sait comment s'exprimer face aux médias. Moi, j'ai jamais vu de tel. J'ai jamais vu de tel. Ça fait plus de 30 ans que je suis le foot. C'est la première fois que je vois un jour assez accompli et complet. Non, c'est sûr. Mais un bémol, allez-y. Oui, je mets un bémol parce que dans cet enthousiasme ambiant, et il est normal quand même de mettre un bémol. D'abord, il est très jeune, il a 19 ans, donc on peut lui accorder, on le dit tout le temps. On peut lui accorder effectivement le droit à quelques erreurs. Yoro peut parler de sa communication qui est parfaite. De temps en temps, il commet quand même quelques petits péchés d'orgueil, notamment à Nîmes où justement il a joué un peu les fanfarons, ça lui a coûté 3 matchs de suspension. C'est pas très grave. Mais il a dit, j'ai appris. Voilà, après. Ça démontre qu'il est à l'écoute et qu'il va apprendre. Moi, je crois qu'effectivement, il est bourré de talent, ça on le savait, il le confirme. Maintenant, il faut aussi remettre ce but d'hier soir, et cette prestation d'hier soir dans son contexte. Il rentre à 20 minutes de la fin, dans un match amical, au sein d'une équipe de France qui effectivement jouait pas trop, parce que vraiment ils ont. Mais peu importe, Xavier, non. Envie. Et non, parce que moi je l'attends dans des grands matchs. Il a prouvé qu'il est capable de faire la différence dans des grands matchs. Et à la Coupe du Monde, il l'a démontré. Même le jour de la finale. Bien sûr, mais on est d'accord. Mais hier, c'était un match amical qui avait pas grande importance. On va en parler du match après. C'était quand même pas très bien parti. C'était effectivement une équipe de France qui avait pas tellement envie de jouer. Lui, il est rentré à 20 minutes de la fin face à une défense islandaise qui était quand même un peu fatiguée. Il a marqué, c'est très bien. Donc oui, c'est la faute des Islandais. Il a eu quand même, il a été bien aidé par la défense parce qu'il y a un but contre son camp, il y a un penalty qui n'était pas évident, mais la chance, il a su la provoquer parce qu'il a tenté. Donc la chance n'est pas venue toute seule. Oui, non. Rémi, est-ce qu'on en fait trop aujourd'hui en voyant les unes des quotidiens, en voyant les réseaux sociaux? On n'en fait pas trop. Bien au contraire, on en fait très peu. Parce que je peux vous dire, non, attendez quand même. Moi, je vois que le gars, il est en train de battre tous les records. Peut-être après Pelé, effectivement, qui avait quand même fait un doublé à la Coupe du Monde en Suède en 58. On l'a vu. Quand Xavier Barré me parle des grands matchs, il les a sortis à la Coupe du Monde. Et cette saison, en dehors du match contre Liverpool qu'il a raté, et qu'il a marqué. Voilà, il n'a du tout pas. Il n'a pas raté de match. Donc, quand on essaie de regarder aujourd'hui sur la planète football et particulièrement en Europe, Kylian Mbappé est le joueur le plus efficace. C'est-à-dire que même au Paris Saint-Germain, ayant manqué des matchs, ayant été suspendu au moins, il a été 11 fois décisif, c'est-à-dire 8 buts plus 3 passes décisives. Ah oui, regardez, c'est-à-dire qu'il bat un peu Neymar. Et quand vous me dites, est-ce qu'on en fait trop? Non. Parce que moi, j'ai regardé, par exemple, les quotidiens catalans quand il a marqué 4 buts au quadruplé contre Lyon, et bien évidemment, en 13 minutes, j'ai vu que Messi jouait ce jour-là, la Catalogne. Rien sur Messi. J'ai vu, bien que, au niveau de Madrid, tous les journaux de Madrid disaient qu'il est un candidat potentiel pour le Ballon d'Or. C'est qui est exceptionnel. Pour moi, Kylian Mbappé, c'est du diamant à l'état brut qui est en train d'être traité de façon que ça puisse briller et que ça puisse vraiment. Non, c'est pas un diamant à l'état brut, c'est un diamant qui a été peaufiné dans le centre de formation de Monaco, qui a été très bien travaillé. Ils l'ont fait travailler 3 années de suite sur 3 postes différents. D'abord attaquant droit, ensuite l'année d'après avant-centre, l'année d'après attaquant gauche. Donc effectivement, il a une palette très complète. C'est pas un diamant brut, c'est un diamant qui a été peaufiné, qui a été travaillé, qui a su effectivement. Ben Arfa a été travaillé et tout, mais. Et justement, tu tends la perche sur Rémi Ngono pour te faire battre. Quand tu dis qu'on en fait trop, on n'en fait pas assez sur Mbappé, prenons l'exemple de Ben Arfa. On en a fait trop sur Ben Arfa. Moralité, il y a un moment où il a explosé et il a jamais franchi le cap qu'il aurait dû franchir parce qu'il avait le talent. Parce qu'il n'a pas fait la Coupe du Monde. Alors, Mbappé, lui, visiblement, est beaucoup mieux entouré. Moi, c'est ce que m'ont dit les gens qui l'avait suivi au Paris Saint-Germain, qui avait essayé de le faire venir au PSG et finalement il était allé à Monaco. Ils m'ont dit il est dans un encadrement avant qu'il revienne, oui, il a dans un encadrement extrêmement sain avec des parents qui s'occupent très bien de lui, une famille très
très protectrice, donc un environnement très équilibré. Donc ça, c'est extrêmement positif effectivement pour son développement. Maintenant, je pense que c'est pas la peine d'en faire trop non plus, parce que quand il va arriver vraiment au sommet du football mondial, et je pense qu'il a le potentiel pour, qu'est-ce qu'on va dire? On dira peut-être les mêmes choses. En tout cas, Alejandro, ce qu'on peut se dire, c'est quand même, c'est une folle semaine pour cet attaquant, parce que dimanche soir, donc la semaine dernière, il marque ce quadruplé en 13 minutes, auquel faisait allusion Rémi. Il est sur la liste du Ballon d'Or le lundi parmi 30 joueurs, et lui étant un des plus jeunes, évidemment. Après, il fait la une du Time Europe depuis hier, une photo noir et blanc. Alors, c'est la revue pour l'Europe. Il y a plusieurs unes, mais notamment lui quand même, sur cette photo jolie, et où il explique pourquoi il a donné les primes de la Coupe du Monde, donc l'homme au grand cœur. Et puis, il arrache le nul pour les Bleus. Est-ce que ça peut éblouir ceux qui votent pour le Ballon d'Or ces prochains jours? En tout cas, il a un sens du timing qui est assez exceptionnel. Je pense que à ces niveaux-là, il ne peut être que comparé qu'à Cristiano Ronaldo, qui savait que les votes s'ouvraient pour le Ballon d'Or au début du mois d'octobre, et c'est là que Kylian Mbappé choisit quand même de faire une irruption assez spectaculaire sur tous les plans, le plan médiatique, le plan de l'efficacité, etc. On peut aussi voir dans cette réussite rétrospectivement. Un calcul. Oui, mais rétrospectivement, on peut voir aussi qu'il a fait le bon choix en décidant l'année dernière de rejoindre le PSG plutôt que de céder à d'autres sirènes qui auraient été beaucoup plus risquées pour lui. Là, il a été protégé, il a pu évoluer convenablement, il a pu préparer de la meilleure des manières la Coupe du Monde, et aujourd'hui, il peut s'épanouir pleinement, et si le PSG va loin, ce sera peut-être davantage son œuvre que celle de Neymar, ce qui est quand même assez patent. Yoro, je suis pas tout à fait d'accord, excuse-moi Yoro, parce que moi j'étais au Parc des Princes dimanche soir, et effectivement il marque 4 buts. Oui, il marque 4 buts, dont 3 sur des contres, alors que Lyon continue pas à jouer avec panache pour essayer de revenir au score. C'est ce que vous allez dire. Oui, non, mais celui qui fait la différence, c'est Neymar. Bon. C'est Neymar qui, dans ce match, est monstrueux. Alors, effectivement, son rôle, mais quand on marque 4 buts, Xavier, on est monstrueux. Non, mais moi, je vais te dire une chose, parce qu'on parle du, non, il n'y a pas que celui qui marque. Et d'ailleurs, moi, celui qui a été pour moi le plus exceptionnel hier soir, c'est pas Mbappé, c'est Lloris, qui fait 7 arrêts. Le gardien de l'équipe de France n'avait pas fait 7 arrêts dans un match. S'il avait fait depuis 1986. Les ballons, on en serait à 2-0 pour l'Islande. Exactement. Donc, il a fait 7 arrêts. Donc, il y a quand même un révélateur qui est que hier que l'équipe de France n'a pas joué, que la défense a été particulièrement médiocre, et que c'est le gardien capitaine de l'équipe de France qui les a sauvés, et que dans les 20 dernières minutes, il y a Mbappé qui rentre, et qui effectivement, il rentre sur cette pelouse de Guingamp. S'il te plaît, Xavier, juste pour te répondre. Je n'ai pas l'habitude d'avoyer avec les loups. Tu as bon, de toutes les façons, qu'est-ce que tu viens faire dans la louverie? Maintenant, donc, si tu es donc Cabri, nous allons te manger. Donc, à partir de cet instant, Cabri, Xavier, Barré, bon, je voulais juste te rappeler que toi, tu me prends une statistique de 86. Moi, je te prends une statistique depuis que l'histoire de l'équipe de France existe. Il n'y a pas eu un garçon de moins de 20 ans ayant marqué 10 buts. Mais en 1904, il jouait 3 matchs dans l'année, donc il pouvait pas marquer 10 buts. Oui, mais Xavier, il faut comparer ce qui est comparable. Tu ne dis pas n'importe quoi. Moi, je te prends une statistique. À cette époque, on jouait déjà plus d'une dizaine de matchs par an. Attendez, il y a Yoro qui aimerait parler. Attendez, Annie. Oui, tu dis n'importe quoi. Il me choisit qui? Lloris qui encaisse 2 buts. Donc, il dévie avec la main. Il dit, c'est lui l'homme du match. Mais quelle malhonnêteté encyclopédique. Il fait 7 arrêts. Yoro, pour terminer sur le sujet, est-ce que vous voteriez pour Mbappé si vous pouviez voter pour le Ballon d'Or? Forcément, j'allais voter pour lui. Et d'ailleurs, je pense pourtant, il y a 29 autres candidats. Ce qu'il est en train de faire, même dans la communication, je dis, les gens qui l'entourent, Xavier a raison de dire que c'est un garçon qui est très bien entouré. La une dans The Time, dans l'équipe, etc. Tout est bien calculé. Mais c'est parce qu'il y a du monde derrière qui fait, il y a de ce monde qui fait le travail nécessaire pour pouvoir permettre à ce garçon d'être Ballon d'Or dans 2-3 mois. C'est un travail bien réfléchi, bien mûri, et je pense que
à lui maintenant de montrer en Ligue des Champions ce qu'il est capable de faire. Et ce n'est plus Modric Ballon d'Or. Non, parce que depuis la Coupe du Monde, il montre rien sur le terrain. Non mais Rémi, là il faut vous partager. Vous avez raison, Annie. Et moi je voudrais juste dire aux auditeurs de RFI et notamment aux jurés du Ballon d'Or dans les pays africains qui sont à l'écoute, qu'ils ont une grande responsabilité dans le monde entier, mais en particulier dans les pays africains, mais aussi dans le monde entier, bien sûr. C'est qu'ils ont une grande responsabilité cette année parce que pour la première fois depuis 10 ans, pour la première fois depuis 10 ans, le Ballon d'Or ne sera probablement ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Oui. Donc ils sont devant un choix historique. Ils sont devant un choix qui peut remettre le Ballon d'Or dans la logique historique qui veut que les années de Coupe du Monde, ce soit un lauréat de la Coupe du Monde qui le gagne. Et il y a 7 Français qui sont dans la liste. C'est une tradition qui a été oubliée ces 2 dernières éditions. Qui a été oubliée simplement parce que le jury du Ballon d'Or, donc les journalistes désignés, choisis par France Football pour faire partie de ce jury, étaient noyés dans le jury du FIFA World Player où il y avait plein d'autres gens. Donc là, depuis l'année dernière, ce jury a été rétabli dans sa légitimité. Ce sont les journalistes avec leur capacité de jugement, leur capacité à faire de la prospective qui vont désigner le lauréat du Ballon d'Or. Il faut parler aux journalistes français parce que Mbappé est d'abord... Non, il y a un journaliste français qui vote, c'est le directeur de la rédaction de France Football. Un seul. Donc il y a un Français qui vote. Il y a un Français qui vote et il y a un représentant pour tous les autres pays. Et donc voilà, moi j'espère qu'ils vont pouvoir cette année réussir ce vote historique. On continue sur ce match quand même des champions du monde qui était pas vraiment au niveau attendu, espéré, rêvé, je sais pas comment dire. Ils avaient l'air un peu indolents dans l'iode de la Bretagne et dans l'air champêtre du Roudourou face à des Islandais. Alors Alejandro, c'est ça. Quand on est face à des champions du monde, qu'en plus on n'a pas gagné les 9 derniers matchs, on a envie de faire un coup. On leur a dit aux joueurs français, écoutez, vous allez jouer un match amical, on va faire tourner l'effectif, etc. Et en face, ils découvrent des Vikings morts de faim qui jouent le match de l'année, qui s'ébattent sur tous les coups. Il faut qu'ils s'habituent à l'idée qu'en étant champion du monde, il n'y a plus de matchs amicaux, il n'y aura que des finales l'une après l'autre. Et justement, c'est Didier Deschamps, première loge, qui a constaté que le match avait mal commencé. On n'a pas pris le match par le bon bout, même si on a eu énormément le ballon, mais on manquait de mouvement, de vitesse. Donc à partir de là, face à une équipe qui est bien organisée en densité, après elle a profité de ses points forts, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés, et puis les sorties rapides. Donc évidemment qu'on est capable de mieux faire, ça c'est clair. Même si sur la fin, la réaction était là, on les a acculés pour revenir au score et finir avec ce match nul. Bon, pas trop content, Didier Deschamps. Yoro, quel est l'enseignement de ce match pour vous? Est-ce que on n'a pas d'équipe B? Est-ce que c'est une Mbappé dépendance? Est-ce que c'était un match amical? Moi, d'habitude, je tire pas beaucoup d'enseignements dans les matchs amicaux parce qu'on n'a rien à tirer, sauf qu'hier, il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans ce match. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains n'ont plus leur place dans cette équipe nationale. Je parle de Lucas Digne. Il avait beaucoup parlé ces 3 derniers jours en disant que oui, j'avais ma place à la Coupe du Monde, on m'a pas pris, j'ai fait peu de matchs comme Benjamin Mendy, j'aurais dû y être. Il a raison. Il avait raison. Mais on l'a mis hier et il a montré aux yeux du monde qu'il était loin de ce niveau-là. L'autre joueur, c'est Florian Thauvin. Vous savez, j'aime bien les statistiques de ce joueur avec avec l'Olympique de Marseille. Mais on le fait jouer avec Giroud, on l'a pas fait jouer avec Mbappé. Oui, d'accord. Mais vous savez, Giroud, c'est la tête comment ça s'appelle? On s'attaque trop à ce joueur pour rien. Je vous dis, Thauvin, il a 24-25 buts par saison avec l'Olympique de Marseille. Ça, c'est des statistiques, c'est comme le bikini. Ça montre pas tout, mais ça cache pas tout non plus. Parce qu'à la fin, il n'a même pas eu beaucoup d'offres à la fin de la saison. Donc, il n'a pas pu quitter l'Olympique de Marseille. Vous prenez un joueur comme Giroud, si vous décidez que c'est Giroud l'avant-centre de l'équipe nationale, on fait pas jouer 2 faux pieds sur les côtés qui vont entrer pour jouer sur leur pied fort et envelopper sur une frappe. Il y aura jamais de centre et Giroud, c'est un avant-centre qui a besoin de centre, qui a besoin de jouer de la tête. Si vous mettez un Pascal Vaïruya, comme à l'époque de l'AGOCR avec Christophe Cocard, c'est clair, il va marquer beaucoup de buts. Vous mettez Roten ou Olivier Quin ou je sais pas, des joueurs de ce genre, mais pas des joueurs qui vont rentrer sur leur pied et qui vont vouloir frapper. Dembélé, il a centré 0 fois.
Idem pour Thauvin. Quand vous mettez Giroud, vous mettez des joueurs de côté comme ça qui s'entrent jamais, eh bien il sera nul. Faut pas toujours mettre la faute sur Giroud. Alejandro? Je pense que la leçon à tirer, c'est que être champion du monde, ça veut pas dire qu'on a la meilleure équipe du monde, ni l'équipe qui joue le mieux au monde. Et il faut aussi se faire à cette idée. C'est une équipe par défaut. C'est un champion par défaut, l'équipe de France. Non, pas par défaut. La France a gagné cette Coupe du Monde parce qu'elle s'est préparée parce qu'elle a fait tout pour le faire. C'était un vrai commando qui a marché un peu sur les autres équipes, mais ça ne veut pas dire que c'est pas le Barça de la grande époque ou des choses comme ça. C'est une équipe qui a ses limitations, qui n'a pas forcément des doublures à tous les postes d'excellente qualité et qui va souffrir certainement à beaucoup de reprises en attendant que des nouvelles têtes apparaissent. Rémi? Première des choses, il faut que on comprenne aujourd'hui que l'équipe de France n'a pas d'excuse. La seule excuse et la seule capacité qu'elle avait à la Coupe du Monde, c'est qu'elle n'avait pas de ballon. Et c'est là où elle s'est jouée. C'est-à-dire que c'est l'adversaire qui a le ballon parce que l'équipe de France ne sait pas jouer. C'est ça la réalité. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une autre équipe qui ne savait pas jouer, qui attendait et qui a donc dit à l'équipe de France, jouez maintenant. Et maintenant, l'équipe de France a donc montré son niveau que nous ne savons pas jouer. Nous savons contre-attaquer. Et c'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas, quand on me parle aujourd'hui des centres de ceci et cela, mais Giroud, j'ai toujours dit, c'est un bon piquet. C'est un bon piquet, il ne participe pas à une rencontre de football. Quand vous êtes en train de me dire qu'il faut qu'il attende les centres, mais s'il faudrait que un joueur ne se distingue que par sa tête, mais Pelé n'aurait jamais été un grand joueur, Messi ne serait jamais un grand joueur, on attend que Giroud doive aller mettre un coup de tête. À la Coupe du Monde, pas de but, et là, pas de but, et tout, et tout, et tout. Le jour où il marque un but par hasard comme ça, on dit, oh Giroud, il a marqué récemment. Il a dépassé, il a marqué récemment. Il en a quand même marqué 32 en équipe de France. Vous aussi, vous êtes déçu par l'équipe de France, une équipe championne par défaut et tout ça? Non, moi je me suis obligé à regarder ce match parce que c'est notre boulot, mais très franchement, je regardais en même temps le Pologne-Portugal puisque j'ai un double écran sur ma télé. Là, c'était beaucoup plus intéressant parce que ce match amical de l'équipe de France, on voyait bien qu'ils étaient en tournée, ils sont allés voir le public breton à Guingamp, c'est très bien. D'ailleurs, les gens leur ont fait la fête, mais j'attends beaucoup plus du match mardi soir au Stade de France contre l'Allemagne et j'y serai. Eh bien, ils leur ont fait la fête, c'est vrai. C'était tentant. Il y avait des Islandais sur la pelouse. Alors pendant que les gens s'entraînaient, le public breton s'est essayé à un clapping. Prochain match de l'équipe de France, France-Allemagne, mardi soir au Stade de France à Paris et RFI y sera pour le commenter pour vous, chers auditeurs, avec Olivier Pron et Antoine Grenier. Et pour ensuite, les décrypter. Exactement, Radio Foot. Continuons notre tour d'Europe. Puisque vous avez deux matchs sur un même écran, Xavier Barré, les champions d'Europe en titre, puisqu'ils le sont toujours 2 ans après leur sacre à Paris, les Portugais, ils gardent la forme. Ils ont donc battu la Pologne hier sur le score de 3-2. Il n'y avait pas Cristiano Ronaldo, même pas Gonçalo Guedes sur lequel ils pouvaient compter. Par contre, ils ont un certain Bernardo Silva, qu'on connaît bien, Andrés Silva aussi, et le Portugal, finalement, est largement en tête de son groupe, où il l'est aussi avec l'Italie. Oui, il y a aussi Rafael Silva. Je crois qu'il y avait 4 Silva sur le terrain hier du côté portugais. C'est une équipe effectivement très cohérente, très solide, dans la lignée de celle qui a gagné l'Euro en 2016, qui allait en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde et qui sait très bien faire sans Cristiano Ronaldo. Maintenant qu'elle a trouvé un André Silva, donc qui est prêté par le Milan AC FC Séville, un vrai avant-centre puissant qui a marqué encore hier. Quelle transformation, c'est impressionnant par rapport à celui de l'année dernière. Ouais, là il est vraiment en confiance, en réussite. C'est un vrai avant-centre. Et alors, bien sûr, en face, c'était la Pologne, qui est quand même une équipe assez moyenne, il faut bien le dire. Que le Sénégal avait battu à la Coupe du Monde. Exactement. N'oublions pas. Il n'a pas oublié. Exactement, c'est une équipe assez moyenne, malgré le soutien de son public, ils ont été logiquement battus. Et ce Portugal, finalement, mais risque, puisqu'ils ont déjà battu et l'Italie et la Pologne. Oui, ils ont un pied en finale, quoi. Et c'est eux qui vont organiser, en priori, ce tournoi final. Donc, si la France remporte son groupe contre les Pays-Bas et l'Allemagne, ce qui est possible aussi, bien, on retrouvera peut-être la France et le Portugal à la finale de cette Ligue des Nations en juin prochain
au Portugal. Les Portugais ont de très bons joueurs, de jeunes joueurs qui sont dans de grands clubs. On a parlé tout de suite de Bernardo Silva. Déjà à Monaco, je me disais que ce garçon avait du talent. Quand on le voit maintenant à City, le voir ce qu'il fait en équipe nationale également, c'est un roulé pied gauche qu'il met hier. C'est un excellent joueur. Et je pense que cette équipe peut jouer sans Cristiano Ronaldo, avec des joueurs de talent et avec un entraîneur qui est quand même là depuis plus de 4, 5, 6 ans, qui connaît l'environnement, qui connaît les joueurs, qui connaît la philosophie qu'il veut mettre sur place, et je pense que ça rend les choses un peu plus faciles. Fernando Santos, ce sélectionneur. Rémi, le Portugal sans Cristiano, il faut s'y faire? C'est une bonne équipe, mais Cristiano reste Cristiano. C'est vrai que actuellement on voit des jeunes qui émergent, Ruben Diaz, Ruben Neves, qui sont véritablement bien bons milieu de terrain avec Carvalho, qui travaillent très très fort. Et puis on a les Cancelo qui actuellement au niveau de la Juve, on les découvre, les Guerrero. Donc, qui devient un véritable guerrier, ça fait de telle sorte que les Silva, Bernardo Silva, André Silva, c'est bien qu'ils marquent, mais on avait vu quand même comment est-ce qu'ils ont fait au niveau de la Coupe du Monde, où ils ont quand même il manquait de finition. Donc Cristiano Ronaldo reste Cristiano Ronaldo. Pour l'instant, on dit bien que c'est une équipe qui peut bien avancer sans Cristiano Ronaldo, tout comme actuellement l'Argentine gagne sans Messi. Mais cependant avec des inconnus. Voilà. On va bientôt les connaître. Donc pour ça, je dis quand même que cette génération du Portugal, il y a quelque chose d'impressionnant. Et puis c'est cohérent par rapport à Fernando. Un petit tacle, Alejandro, en passant. Oui, mais quelque part, je suis un peu d'accord avec lui. C'est pas mal que Cristiano ou que Messi soient absents dans ces matchs de préparation après la Coupe du Monde, parce que déjà, ce serait peut-être beaucoup leur demander de fournir des gros efforts pour des matchs dont l'enjeu est relatif, et aussi parce que ça permet aux équipes de commencer à imaginer un avenir sans eux, parce que ce sont des joueurs qui sont plutôt plus près de la fin de leur carrière que du début. Eh bien, justement, ceux qui organisent déjà la suite, parce qu'il en fallait une, sont les voisins des Portugais sur la même péninsule, à savoir évidemment les Espagnols. Alors, c'était une rencontre amicale, pas dans le cadre de la Ligue des Nations. Hier, une victoire 4-1 contre le Pays de Galles, entraîné par Ryan Giggs, mais sans Gareth Bale encore blessé. Victoire de la Roja, Alejandro, mais surtout, on a vu apparaître un buteur. Envío de Génesis, pelota para Gallá, Gallá con la izquierda, el balón dentro, vamos a ver, puede rematar Alcácer. Gol de Alcácer. Terreno de juego, va a llegar Alcácer. Gol de Alcácer. Gol de España. Tercer tanto de España marcado Alcácer. Con la defensa de Gales totalmente parada. Había un jugador español. Alejandro, dites-nous tout sur ce Paco Alcácer qui est déjà appelé dans son nouveau club Paco El Kaiser. C'est un joueur qui est en train de faire quelques cauchemars aux dirigeants du Barça. Ça va durer, je pense. Oui, parce qu'ils peuvent se dire qu'ils ont payé une fortune pour faire venir du Borussia Dortmund un certain Ousmane Dembélé. Et ils ont pratiquement offert sur un plateau Paco Alcácer qui a été prêté, mais avec une option d'achat à Borussia Dortmund, option qui sera sans doute levée. De 23 millions d'euros. Voilà, donc du coup, ils vont récupérer un peu ce qu'ils avaient payé à Valence pour le faire venir, et qu'ils n'auront pas vraiment eu l'occasion de le découvrir à un moment où Luis Suarez commence à tirer un peu la langue et Ousmane Dembélé commence à montrer ses limites, et où il aurait peut-être pu rendre davantage de services du côté de Barcelone. Donc c'est un joueur qui est extrêmement sympathique, extrêmement facile à vivre, qui a accepté sans état d'âme son statut de doublure presque permanente à Barcelone, mais qui a saisi cette occasion de partir pour montrer enfin ce qu'il vaut, et qui est en train de quasiment s'imposer comme l'attaquant espagnol au nez à la barbe de Diego Costa ou de Morata ou tous les autres joueurs. Yoro en plus, alors on parlait tout à l'heure de ce qu'avait fait Mbappé en début de semaine, mais lui, Alcácer, il avait marqué aussi un triplé en rentrant dans un match important contre Augsbourg. C'était durant la Bundesliga, et dans son club à être premier. Il marque toutes les 24 minutes.
Alors moi, c'est un joueur que j'avais découvert à Valence au début de sa carrière, un joueur qui me rappelait un certain Alfonso du Betis Séville dans sa relationnel avec le ballon, dans son approche du jeu et dans ses appels de balles. Un joueur très élégant, très bon, et j'étais pas surpris qu'il signe au FC Barcelone, mais malheureusement au FC Barcelone, c'est une équipe qui peut jouer déjà sans attaquant, parce qu'ils ont Messi qui peut marquer une 50aine de buts. Ils n'ont pas besoin de cet avant-centre qui va mettre 40-50 buts par saison, parce que Messi, il règle le problème. Et malheureusement, il est arrivé, il n'a pas eu la réussite qu'il fallait au FC Barcelone. Il a été prêté au Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund, c'est comme une famille. Ils savent encadrer des joueurs qu'on avait perdus de vue, comme les Michy Batshuayi qui s'est relancé là-bas. Ils ont relancé Paco Alcacer, et je l'ai vu hier marquer un doublé, et c'est le même joueur que j'avais vu à ses débuts à Valence. En plus, ce qu'on peut dire peut-être, Xavier, c'est que le sélectionneur espagnol maintenant, c'est Luis Enrique qui, même s'il l'a peut-être pas beaucoup utilisé, savait qui était bien ce joueur. Oui, il le connaissait, mais il n'avait pas pu l'utiliser tout simplement parce que il y avait la relation privilégiée entre Messi et Luis Suarez. Oui. Donc à partir de ce moment-là, Paco Alcacer, il n'avait pas trop de place. Il était clairement venu dans un rôle de joker, et il est resté sur le banc beaucoup trop, bien sûr, compte tenu de ses qualités, parce qu'avant il jouait à Valence, et avant il était déjà en équipe d'Espagne. Donc c'est vrai qu'il a eu une espèce de coupure dans sa carrière liée à ce passage à Barcelone, qui a sur le banc à Barcelone, et aujourd'hui de le voir à Dortmund, qui est un club qui sait mettre en avant des avant-centres. Avant il y a eu Yoro Mangara, rappelé Michy Batshuayi, mais moi je voudrais dire il y a eu avant Pierre-Emerick Aubameyang, qui a brillé, qui a été meilleur buteur de la Bundesliga. Il y a eu Robert Lewandowski qui a été également le meilleur buteur de la Bundesliga. Donc ils savent mettre en avant des avant-centres, et là, partis comme ils sont, je pense qu'il peut réaliser une très très belle saison à Dortmund. Rémi, pour terminer? Il faut savoir que au Barça, quand on vient comme avant-centre, on sait déjà qu'on a échoué parce que le Barça s'appelle le FC Messi. Donc, à partir de cet instant-là, lorsque vous voyez que Zlatan Ibrahimovic a échoué quelque part comme étant avant-centre, qu'il a d'ailleurs été expulsé, que les Alexis Sanchez ont tout tenté, n'ont pas réussi, ils étaient également passés totalement à côté. David Villa avait plutôt réussi. David Villa, lui aussi, il est parti d'une certaine façon. Quand Messi avait déjà pris son envol, c'était terminé, on l'a viré. Donc, aujourd'hui, il était le meilleur buteur de l'équipe d'Espagne, David Villa. Faut pas oublier ça. Donc, à une certaine période, moi je dis, les joueurs qui signent au Real et qui sont avant-centres, ils savent déjà que soit ils doivent se substituer au Barça, soit ils doivent se transformer en passeurs, comme d'ailleurs aujourd'hui, les gens ne savent pas que Luis Suarez est le meilleur passeur de Messi. Et non le contraire. Le meilleur passeur de tous les temps de Messi. Donc, lui, il n'est pas un passeur, lui, c'est un buteur. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas jouer dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, le Barça, qui a conservé un vieillard, parce que Luis Suarez est quand même, alors qu'on me disait que c'est Cristiano Ronaldo qui est vieillissant, mais c'est lui qui a vieilli. Vous venez de dire que c'est le meilleur passeur. Ah oui, mais il a vieilli, le problème c'est ça, il a vieilli, il est à 33 ans bientôt. Et il est moins performant, effectivement, cette année. Il a presque l'âge de Cristiano Ronaldo. Il y a encore beaucoup. Pas la même hygiène de vie que Cristiano Ronaldo, qui lui rajeunit, plus il vieillit. L'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo, on n'en parlera pas aujourd'hui. Tout le monde le sait. On n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de matchs encore, Ligue des Nations et matchs amicaux européens durant le week-end, mais il y a des matchs en Afrique. Avec ces éliminatoires donc pour la CAN 2019, on poursuit notre tour des sélections. Aujourd'hui, on va s'arrêter d'abord, c'est après les matchs qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même depuis le début de la semaine. Hier, c'est le Congo qui a joué contre le Libéria dans le stade de Brazzaville, et l'équipe s'est enfin imposée par 3-1. Une première victoire donc des Diables Rouges qui a dû rassurer le sélectionneur brésilien Valdo, qui est au micro de notre correspondant Jean-Rufin Loemba. L'équipe en face, une équipe très difficile à battre. Moi, j'ai parié tout que si on pressionnait pendant 15 minutes, 20 minutes, c'était trop fatigant et qu'on pouvait marquer. Et heureusement, on a réussi. Après, c'était un petit peu compliqué parce que l'équipe de Libéria change beaucoup le ballon. On a des joueurs vraiment puissants. Mais de mon côté, je suis très fier de mes joueurs parce qu'ont quand même, ils ont fait un très bon match face à l'équipe de Beria qui joue très bien le ballon.
Alors, très important pour le sélectionneur, Valdo, ce match Yoro. Mais on a vu aussi Prince Onyangé finalement être là, marqué. Et ça bat un peu toutes les cartes dans ce groupe parce que tout le monde pour l'instant, alors avant la rencontre Zimbabwe RDC aller-retour, ils sont tous à 4 points. Ils sont tous à 4 points et je pense que... Il y a 2 places. Voilà. Maintenant, Valdo, il a bien fait de rappeler Prince Onyangé. Il n'était pas là lors de l'avant-dernier match et ça lui avait coûté ce que ça lui avait coûté. On va pas revenir sur les propos. Les critiques. Ah oui, exactement. Candido Valdo est arrivé sur la pointe des pieds sur cette équipe. Après Sébastien Mignet. Voilà, parce qu'il avait les jeunes. Je l'ai vu à Dakar il y a 2-3 mois lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et il avait les jeunes. Après, on l'a propulsé pour qu'il dirige l'équipe A. Il est venu, il n'a pas eu le temps, il s'est fait critiquer. C'est une bonne réponse pour lui et je pense que ça va continuer comme ça parce que c'est quand même une icône du Paris Saint-Germain et du football mondial. Rémi, après, ce n'est pas parce qu'on est icône du Paris Saint-Germain et du football mondial. Maradona a été icône, même Platini. J'ai jamais dit que c'est un bon entraîneur. Donc voilà, justement, mais je ne peux pas juger cela parce que on se souvient en tout cas du Congo, ses dernières prestations dans les dernières CAN, on va dire, Rémi. Et là, l'enjeu c'est participer à celle de 2019, c'est ça? Oui, parce que ça fait longtemps les Diables Rouges n'ont pas participé à 18 ans. Voilà. 18 ans. Donc effectivement, lorsque Claude Leroy est venu, je crois qu'il y avait encore un peu de consistance, mais là, au niveau du fond de jeu, je n'ai pas vu un véritable fond de jeu. Et quand il dit que ça a été difficile contre le Libéria, si c'est déjà très difficile contre le Libéria, je me pose bien des questions. C'est pour ça que moi, je ne peux pas m'enflammer par rapport à ça. Mais Rémi, il n'y a pas une grande différence entre le Léon Sarr et les Diables Rouges. Ah oui, finalement, c'est selon ce que j'ai vu. Donc c'est pour ça que je dis. C'est pas très rassurant. Mais ils étaient à la CAN en 2015 en Guinée équatoriale. Il y avait eu ce fameux match Congo-Congo. Exactement. Et ils se retrouvent là encore ensemble. D'ailleurs. Ils se retrouvent encore ensemble. Et lors du match entre les deux, les Diables Rouges sont allés faire match nul en RDC, ce qui est quand même une petite performance parce que ils avaient perdu. En RDC, ils ont perdu 3. C'était le fameux match de juin de l'année dernière. Oui, ils avaient perdu 3. Il y a très longtemps. Je me perds dans mes notes. Ils ont fait nul contre le Zimbabwe. Exactement. Performance parce que c'était à domicile. C'était à domicile. Voilà, qui est pas une très bonne performance. Donc les Zimbabwe, ils sont pas nuls non plus. Et s'ils battent difficilement le Libéria, qui est quand même une équipe très faible. Là, il faut qu'ils aillent gagner à Monrovia. Voilà, ça paraît très compliqué pour eux d'espérer accrocher la qualification. En tout cas, ils vont jouer, je pense, la deuxième place avec le Zimbabwe et c'est pas gagné. Disons que la RDC pourrait les aider en battant les 2 fois les Zimbabwe. À ce moment-là, ça pourrait dégager un petit peu le paysage. Oui, ça sera un des matchs du week-end. En tout cas, le voilà relancé, ce Congo. Et puis alors, dans le même groupe, on a cette RDC qui rencontrera le Zimbabwe. On a aussi le Niger. Alors pour le Niger, parce qu'on se disait que c'était pas très facile parce que ils ont un match en Tunisie. Le match aller-retour commence en Tunisie contre une équipe qui a participé à la dernière Coupe du Monde. On l'a vu en Russie en faisant quand même assez bonne figure. Une équipe mieux encadrée maintenant. Alors on a beaucoup parlé de la vidéo de réclamation des joueurs. Et ben justement, ils réclamaient les primes, ils réclamaient une meilleure assistance, on va dire, à leur travail. Écoutons le capitaine du MENA au micro de Ousmane Keïta reconnaître que les choses s'améliorent. Vu la situation du pays, on ne peut pas demander plus. Maintenant, à nous de faire ce qu'il faut et vraiment essayer de tout donner pour le sport. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se qualifier et que je ne peux pas aussi dire que c'est impossible, mais aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Mais nous, à notre niveau, c'est de se donner à 100% pour vraiment faire ce qu'il faut. Yoro, quand on est dans un groupe J où on a non seulement la Tunisie qu'on va affronter, mais on se souvient de l'Égypte et cette humiliation qu'ils avaient si mal vécue, ce 6-0, ça va être une mission difficile pour le MENA. C'est très difficile. Je pense pas que le MENA puisse y arriver. Moi, c'est le paradoxe de cette équipe nationale. Ils sont très bons quand il y a un U17, U18, U19. Ils ont participé à la dernière Coupe du Monde en U17. C'est une équipe qui forme bien, mais arrivé en A, il s'est dispersé, ils sont perdus de vue. Aujourd'hui, qui peut me dire où est-ce qu'il évolue, Moussa Mahazou? Il a joué à Bordeaux, etc. C'est des joueurs après qui se perdent. Et du coup, on ne peut pas avoir une ossature pour pouvoir se qualifier à la Coupe d'Afrique et pouvoir espérer quelque chose à la CAN. Parce que après les 19 ans, souvent, le MENA, ça n'existe plus. La seule petite bonne nouvelle, c'est qu'il y a des joueurs manquants dans l'équipe tunisienne. Il y a Kazri qui pourra pas jouer. Il y a Limaloul qui est absent aussi. Mais bon, ça risque de... Ça va être très dur parce
que la Tunisie, c'est la meilleure équipe africaine du moment au classement FIFA. Et je pense que ils sont injouables sur le continent. Et ils sont derniers du groupe pour l'instant, le Niger. On ne peut pas dire qu'ils sont injouables. Je peux vous dire que moi, j'ai vu la Tunisie peiner à domicile contre l'équipe de Libye. Et c'est vrai qu'ils sont partis faire, par exemple, le seul match que j'ai vu, la Tunisie. Ils ont tout gagné depuis le début des éliminatoires. Mais attends, ça veut rien dire. C'est dire que en même temps, c'est que 2 matchs. Oui, ce n'est que 2 matchs. Donc, ils ont battu l'Égypte. Ils ont battu l'Égypte quand même. Donc, je dis aujourd'hui, la Tunisie manque souvent cruellement de ce buteur-là, qui n'est pas là, c'est-à-dire Kazri. Et justement, on a vu que c'est vrai que Sakni, je ne sais pas quel est déjà son état, s'il pourra être là. Donc, pour moi, aujourd'hui, Kesni, bon, voilà. L'équipe de Tunisie, c'est une équipe solide. Mais ce n'est pas une équipe qui est capable aussi de faire beaucoup de jeux. Donc, je me dis que si les Nigériens jouent vraiment avec les tripes, ne sortent pas, eux aussi peuvent faire mal à l'équipe de Tunisie. Parce que la Tunisie, c'est aussi, comme on parlait de l'équipe de France, qui n'aime pas la possession, mais qui sait se projeter, beaucoup. Et aujourd'hui, je crois que l'équipe de Tunisie, oui, elle est les première. Équipes joueuses en Afrique, c'est la Tunisie, c'est l'Égypte, c'est l'Algérie. Non, l'équipe joueuse, l'équipe joueuse en Afrique, c'est le Sénégal, c'est la RDC. C'est le Sénégal et la RDC. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le garantir. Et c'est d'ailleurs là où vous avez toutes les individualités. On a vu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, et j'ai eu l'occasion de les commenter sur Canal Plus Sport, ils finissent effectivement cette campagne, Rémi le rappelait, par un match nul contre la Libye à la maison. Mais en revanche, quand ils vont à l'extérieur, ils vont gagner en Guinée. Voilà, ils savent très bien jouer le contre parce qu'ils sont très solides derrière. C'est ça que je disais. Exactement. Je suis d'accord avec Rémi Ngono pour une fois, donc on va s'arrêter là. On enregistre. Un dernier mot. Parlons des étalons. Les étalons donc du Burkina Faso, avec un de nos confrères burkinabés derrière la vitre pour contrôler nos propos, n'est-ce pas, Ousmane Drabo, qui se cache en régie. Alors, ils seront confrontés au Botswana dans leur stade du 4 août de Ouagadougou. Le Burkina Faso peut-il profiter finalement de cet adversaire, Yoro, pour conforter sa place? Ah oui, mais bon, c'est une équipe aussi Botswana, pour l'instant, est dernier de son groupe, mais... Je suis sûr plus de petites équipes, j'ai bien compris. Oui, mais bon, ils peuvent gagner. Mais le Burkina, je constate ces dernières années, ils ont été demi-finalistes lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais ils ont des joueurs vieillissants qu'il faut remplacer. Et c'est compliqué pour Duarte parce que Bertrand n'avait pas joué l'avant-dernier match, il avait déclaré forfait. Bertrand Traoré. Ouais, exactement. Son frère Alain se refait une santé actuellement du côté du Maroc. C'est un peu difficile. Bansé est revenu sur le vieux continent. Il a des joueurs un peu vieillissants qu'il faudrait changer. Et pour l'instant, il n'a pas encore cette nouvelle vague, une nouvelle génération qui puisse remplacer les vieux qui sont déjà là. Mais au moins, ils sont tous là. Oui, ils sont tous là, mais bon, ils jouent avec nos pieds maintenant. Ils jouent à domicile. Oui, ils jouent à domicile. Et puis, comme je dis, c'est une équipe qui a toujours été très, très cohérente. Ils ont failli aller à la Coupe du Monde, n'est-ce pas, Yoro Manga? C'est une équipe cohérente depuis 2013, où ils font la finale et tout. Et ils ne lâchent pas. Et je pense que n'eût été ce match à rejouer, Afrique du Sud, Sénégal, ils auraient peut-être dû se qualifier parce qu'ils avaient fait l'essentiel face au Sénégal, mais malheureusement le Sénégal a eu un match d'appui. Il ne faut pas oublier que c'est un groupe quand même très accessible, parce qu'il y a la Mauritanie, l'Angola, le Botswana. Je salue Corentin Martins aussi qui fait du très bon boulot avec les Mourabitoun. La Mauritanie veut conquérir sa première qualification. Qui a battu le Burkina 2-0, mais quand même c'est un groupe qui n'aurait pas dû poser problème à l'équipe de Burkina. Exactement. On verra ça donc à la fin du week-end. On en parlera beaucoup dans Radio Foot International lundi. Soyez bien sûr au rendez-vous, mais il y aura avec nos confrères du service des sports le magazine Mondial Sport samedi et dimanche à 21h30 en temps universel. Pour l'instant, évidemment, notre session carton. Carton jaune. Un carton qui sort, un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Xavier Barré, quelle est la couleur de votre carton du jour? Moi, je vais donner un carton vert à Thierry Henry.
parce que même si c'est pas encore officiel, il va enfin prendre les rênes d'un club en France. Vous en êtes sûr? Ça devrait être officiel demain, puisqu'il a visiblement préparé sa tournée d'adieu en Belgique. C'est lundi. Oui, mais ce serait officialisé demain et il serait présenté lundi. Donc ce serait bien qu'il arrive à Monaco, club où il a été formé, où il a débuté comme joueur professionnel, où il a laissé une belle empreinte avant de partir à la Juventus d'abord, on l'oublie parfois, puis ensuite à Arsenal. Et donc du coup, moi je trouve que c'est pas mal qu'il revienne là dans ce club pour redynamiser cette formation de l'AS Monaco qui est actuellement un peu dans le dur. Et je vais aller dans votre sens juste pour signaler que sur notre page Facebook, eh bien les internautes, eux, ont décerné un carton rouge à l'ASM, aux dirigeants de Monaco, pour avoir viré Leonardo Jardim, parce que pour les auditeurs, je pense qu'ils sont comme nous, ils ont appris à l'admirer et à voir le travail qu'il avait réussi à fournir ces derniers temps. Yoro. Un carton vert pour le Sénégal qui va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. On aura Dakar 2022, Paris 2024, pas mal pour la francophonie, non? Ouais, on peut dire ça comme ça. En tout cas, bonne chance au Sénégal pour accueillir ce bel événement. Rémi Ngono. Aboubacar Tiki Sidiki Kourouma du Sénégal donne un carton rouge à qui? Au grand capitaine des éperviers du Togo, Monsieur Adebayor. Qui a refusé de jouer. Qui refuse de jouer, juste, et il ne va pas au regroupement, il pose des conditions. Il faudrait que l'équipe nationale du Togo se déplace pour aller jouer au Ghana. Là, lui, il a acheté la maison à $1,200,000. Donc, il demande que l'équipe se déplace, alors que c'est lui qui avait demandé qu'on soit toujours avec... c'est en Gambie qu'ils vont jouer. Ah oui, mais en Gambie, le Togo. Oui, donc il demande que il ne devrait plus jamais jouer contre la Gambie. Que les matchs à domicile. Voilà, donc c'est quand même horrible que ce monsieur dise aujourd'hui qu'il ne peut plus jouer sur ce stade où il a déjà eu à jouer, et qu'il dise aujourd'hui qu'il faut construire des stades, alors que c'est lui qui nous faisait croire que Nyansimbe construisait les stades, était le meilleur chef d'État qu'il fallait soutenir par rapport au sport. Donc pour Adebayor aujourd'hui, il crache sur le Togo, qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Comme le dit un proverbe africain, on ne crache pas dans un puits où on reviendra puiser de l'eau pour boire. Surtout que le Togo joue sa qualification lui aussi pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alejandro. Moi j'ai tendance à donner un carton rouge aux dirigeants de l'Étoile Rouge, justement de Belgrade, puisqu'on apprend que son président aurait parié 5 millions d'euros sur une défaite face au PSG par 5 buts d'écart. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Or, justement, le PSG a battu l'Étoile Rouge de Belgrade 6-1. Et donc, du coup, aussi bien l'UEFA que la justice française ont ouvert des enquêtes pour essayer de voir s'il y a eu une forme de trucage. C'est sûr que ces mauvais comportements, s'il est confirmé, ça jette un peu le discrédit sur la Ligue des Champions et quelque part aussi sur le PSG, même si a priori il n'y est pour rien dans cette affaire. Dans ce score. En tout cas, effectivement, enquête ouverte, c'était une nouvelle juste avant cette émission. Justement, dans la droite ligne de ce que vous avez dit, Alejandro Valente, le carton de Radio Foot est rouge et il va aux tricheurs dans le football et notamment à ceux de Belgique qui, alors là, c'est encore une nouvelle fois un problème dans le football national, donc belge. Une enquête suivie depuis 1 an et qui n'en serait, paraît-il, qu'à ses prémices, a conduit la police de Belgique à interpeller 29 personnes pour finalement inculper 19 personnes et en arrêter 9. 60 perquisitions en Belgique, en France, en Serbie. Alors peut-être que tout ça est lié effectivement pour des soupçons de fraude sur les commissions liées au transfert des joueurs et des matchs arrangés. Un agent surtout, Moji Bayat, et le club du Sporting Charleroi sont particulièrement visés dans l'enquête. Aussi, qui est dans le groupe de Monaco. Exactement, qui joue aussi la Ligue des Champions. Donc beaucoup de choses à venir malheureusement pour la tristesse du football européen et mondial d'une certaine façon. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé, d'avoir été aussi animés au micro. Merci Yoro d'être venu à Radio Foot. Merci à vous. Bon, Rémi et Xavier, aujourd'hui on a entendu que vous étiez d'accord. Alors ça a dû surprendre beaucoup de nos auditeurs. Je pense qu'il va pleuvoir ce week-end. Dans notre été indien parisien. Merci aussi à Pierre Guérin qui m'a aidé aujourd'hui à préparer l'émission. Laurent Salerno était à la réalisation et on vous dit fidèlement, soyez là lundi pour Radio Foot.